À la une de ce 20h développement en 3e région, dans 24 mois, une usine de ciment ouvre ses portes à Natien, dans le cercle de Sikasso. Elle coûtera 30 milliards de francs CFA. Il est attendu une production annuelle d'1 million de tonnes. Visite d'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air dans les bases aériennes de Sévaré, Tombouctou et Gao. Général de brigade Aliou Boy-Diara a notamment remis l'étendard du 3e groupement de protection défense Zéguéné. Il a également inauguré des bâtiments d'accueil et de commandement de la base aérienne 300. Demain s'ouvre à Bamako la 2e rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Une rencontre autour du thème « Rôle, place et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». Les enjeux de ce rendez-vous de Bamako à suivre avec Alpha Maïga. Une vaste opération de désensablement des principales artères de Bamako est lancée. Objectif, assainir les voies bitumées tout en contribuant à la propriété du district de Bamako. Notre reporter Aliou Abdoulaye Touré a fait un tour dans la capitale malienne pour ORTM 1. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cap sur Sikasso sera opérationnel dans 24 mois. Une usine de ciment à Natien. Elle coûtera 30 milliards de francs CFA au groupe CIMAF. Production annuelle attendue 1 million de tonnes de ciment et extensible à 2 millions de tonnes. C'est un bel exemple de coopération entre le Mali et le Maroc, salué par le ministre de l'Industrie et du Commerce, nous dit Moustapha Doumbouya. La future usine de ciment de Sikasso est prévue sur une superficie de 20 hectares. Sa capacité de production est d'1 million de tonnes par an, extensible à 2 millions de tonnes. L'usine va créer 250 emplois directs environ et près de 2000 emplois indirects. L'usine de ciment est en Natien, à une quinzaine de kilomètres de Sikasso. L'édification de cette usine répond en effet à un besoin impératif de décentralisation et de développement local. En outre, cette usine dans notre localité développera les activités économiques de la commune, du cercle et même de la région. L'usine de ciment de Natien va coûter 30 milliards de francs CFA au groupe CIMAF, Ciment de l'Afrique, qui dispose d'une usine à Diago. CIMAF est présent dans une dizaine de pays africains. Ces investissements sont aussi la matérialisation d'un engagement pris par CIMAF auprès des autorités maliennes pour non seulement conforter le tissu industriel local, mais aussi pour répondre aux besoins sans cesse croissants de la demande en ciment. Les outils de production seront dotés d'équipements aux normes internationales et qui prennent en compte les aspects environnementaux. Ils seront écologiques et disposeront de systèmes de filtration à manche pour limiter la pollution de l'air. Et d'un autre côté, de systèmes de refroidissement pour préserver l'utilisation de l'eau et la rationalisation de sa consommation. L'usine de ciment à Natien est un bel exemple de coopération sud-sud entre le Mali et le Royaume du Maroc. L'engagement et la détermination du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour la valorisation de nos matières premières dans les filières porteuses et hautement stratégiques pour le développement industriel sont constants. Cette volonté vise à renforcer notre souveraineté et à répondre aux aspirations légitimes de nos concitoyens en étroite ligne de ces instructions au gouvernement de transition de mettre la population au cœur de l'action publique. Le ministère de l'Industrie et du Commerce mettra tout en œuvre pour assurer l'accompagnement de CIMAF, notamment dans les domaines de la qualité de la propriété intellectuelle et notamment aussi de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. La pose de la première pierre de l'usine de ciment à Natien a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont des membres du CNT, Conseil national de transition. Restons dans la région de Sikasso pour suivre cette fois-ci une visite de terrain du commandant par intérim du poste de commandement interarmé, théâtre sud de l'opération Maliko. À Eremakono et à Danderesso, le colonel-major Boubacar Yansari Sanogo recommande plus de vigilance, de détermination et d'engagement pour lutter contre le terrorisme. Les détails avec Abdul Karim Kaba.
Après son accueil et les honneurs militaires par le commandant de zone de la région militaire numéro 8, le commandant du poste de commandement interarmée théâtre sud de l'opération Maliko par intérim, le colonel-major Boubacar Yansiri Sanogo et sa délégation se sont rendus successivement au bureau secondaire des douanes de Hermakono et à Denderesso où sont basés les éléments de groupement d'action rapide, de surveillance et d'intervention Garci de la gendarmerie. C'est pour constater les conditions de vie et de travail des hommes engagés sur les théâtres d'opération. Le premier message que j'ai à leur dire, c'est d'abord un message de félicitations d'abord encore une fois. Les féliciter par rapport à tout ce qu'ils font pour le pays, par rapport à tout ce qu'ils font pour la patrie. Le travail qu'ils sont en train de mener n'est pas du tout un travail facile, mais c'est une mission régalienne des forces de défense et de sécurité. Ensuite, les encourager davantage, toujours de leur mission régalienne de défense opérationnelle des territoires, de la protection des personnes et de leurs biens. Comme vous le savez, la population est le centre de gravité de la lutte que nous menons actuellement. Cette visite a été bien appréciée par les hommes sur le terrain. Le respect du droit international humanitaire, l'entente, le vivre ensemble et la synergie d'action ont été les mots-clés du commandant interarmé théâtre sud de l'opération Maliko par intérim pour boucler cette visite. Le chef d'état-major de l'armée de l'air, lui, boucle une visite d'autorité dans les bases aériennes de Sévaré, Tombouctou et Gao. La remise de l'étendard du 3e groupement de protection défense Zéguéné et l'inauguration des bâtiments d'accueil et de commandement de la base aérienne 300 sont les temps forts de ce déplacement du général Alou Boïdiara. Agali Agissa avec la collaboration de la DIRPA. Le général de brigade Alou Boïdiara est en visite d'autorité à la base aérienne 300 de Gao. Il s'agit pour le général Diarra de prendre contact avec les officiers militaires et les hommes de troupes dans le but de renforcer la sécurité des camps. Et c'est dans cette optique qu'il a remis l'étendard du 3e groupement de protection défense Zéguéné. Zéguéné est un arbre résistant aux aléas climatiques, nourrissant et très protecteur dans le désert. Nous avons procédé ce matin à la remise de l'étendard au commandant du groupement de protection défense pour lui donner la mission de protéger, sécuriser l'ensemble des emprises de l'armée de l'air, l'ensemble des aéronefs et l'ensemble du personnel. Occasion pour le patron de l'armée de l'air d'échanger avec les officiers en charge du commandement et les aviateurs. Nous sommes très contents de recevoir le numéro 1 de l'armée de l'air aujourd'hui. Ça nous a beaucoup réconforté, ça a permis aux subordonnés de prendre contact direct avec notre chef, de comprendre sa vision globale concernant l'avancée de l'armée de l'air. Ça lui a permis lui aussi de comprendre l'idée du soldat, de l'aviateur de Gao, de comprendre aussi comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer. D'ores déjà, le moral est très haut. Le soldat malien d'aujourd'hui a une conscience aiguë de sa responsabilité vis-à-vis de la nation. Il ne se contente pas de savoir faire son travail de militaire. Il s'implique dans la vie de la nation, il comprend les enjeux, il est déterminé à donner son maximum et à sacrifier sa vie au besoin pour défendre ce pays. Et ça, c'est vraiment réconfortant pour un chef qui vient voir ses hommes. Autre temps fort de cette visite, l'inauguration des bâtiments d'accueil et de commandement de la base aérienne 300, la rencontre avec le gouverneur de la région, le maire et la hiérarchie militaire. Autre visite de terrain dans la cité des Askia, celle de la ministre de la Santé et du Développement social à l'hôpital régional de Gao. Colonel Assaba Diallo Touré s'est rendu notamment dans plusieurs services, dont celui de l'imagerie médicale dotée d'un scanner de dernière génération. C'était aussi l'occasion pour elle de se rassurer du bon déroulement des activités et de recenser les difficultés. Nous retrouvons Agali Agissa. C'est en début de soirée que la ministre en charge de la Santé s'est rendue à l'hôpital régional de Gao. Colonel Assaba Diallo Touré a fait le tour de certains services indispensables dans la prise en charge des patients de l'hôpital Hangadumbo Moulay Touré. C'est des domaines sur lesquels on veut vraiment de l'appui, tel que l'imagerie, tel que la maternité. Et elle a vu vraiment que la maternité, avec surtout l'appui de l'État et de ses partenaires. Vous avez vu comment c'était équipé, comment est-ce qu'il y a eu l'extension, la réhabilitation. Du côté de l'imagerie, on a un scanner géant, marque Hitachi 64 Barrett. Ce n'est pas tous les hôpitaux
de 3e niveau qui en possèdent, à plus fortiori les hôpitaux de référence. Une visite à pas de charge qui a permis à la ministre Touré de constater de visu le fonctionnement de l'établissement et mentionner les difficultés. On est venu trouver un hôpital assez propre, avec un personnel bien motivé, malgré toutes les contraintes. Donc les féliciter, les encourager au nom des plus hautes autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire. L'hôpital de Gao, là depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis, mais on en tiendra compte et on essaiera de faire de sorte que le plateau technique soit assez relevé. On essaiera de combler le vide des ressources humaines, parce qu'il y a des ressources humaines qui manquent. Il y a des appareils parfois qui ne marchent pas correctement. On essaiera de trouver la solution à ça aussi. Ce passage de la ministre en charge de la Santé à l'hôpital régional de Gao rassure les nombreux porteurs de blouses blanches qui ont réservé un accueil chaleureux à la visiteuse du jour. Le budget 2024 de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou est estimé à plus de 3,95 milliards de francs CFA. Il est examiné par la 23e session du conseil d'administration de l'hôpital. On en sait plus avec Kandesila Moussa Fofana. Le rapport technique et le budget 2024 sont entre autres points examinés au cours de cette 23e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital Nianankoro Fomba. Le contexte cette année, certes difficile, mais l'hôpital enregistre des résultats. Il y a eu beaucoup de réalisations à Nianankoro Fomba, que ce soit en termes de plateau technique, en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de ressources humaines. Nous avons récemment eu une dizaine de professeurs à l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. C'est vrai qu'on a eu des difficultés en termes de carburant comme tout le monde. C'est des difficultés qui n'étaient pas prévues, mais on s'adapte. Autre point de satisfaction noté par les administrateurs, la sécurisation des recettes. Voudrais-je féliciter le directeur de l'hôpital Nianankoro Fomba et tout le personnel d'avoir lancé et réussi les nouveaux circuits du malade, qui a permis d'améliorer significativement les recettes de l'établissement. Il saisit la même occasion pour adresser nos vives félicitations et remerciements aux plus hautes autorités, à la personne du colonel Assimi Goïta, qui a offert une ambulance équipée tout récemment à l'hôpital Nianankoro Fomba. Pour 2024, le budget soumis s'élève à un peu plus de 3,95 milliards de francs CFA. Ce budget vient consolider la continuité de la qualité des soins des populations. On note qu'en termes de consultation, l'hôpital a enregistré en 2023 plus de 96,77%. Et les blessés de guerre au nombre de 120 enregistrés ont été entièrement pris en charge. L'École nationale d'administration valide le plan stratégique de développement 2024-2026. Les administrateurs examinent aussi le projet de plan d'action de l'ENA et ils notent une insuffisance de ressources au vu des défis à relever. On en sait davantage avec Alouseni Touré. Si les activités ont été exécutées à plus de 92% et justifient la satisfaction du directeur général de l'établissement, il n'en demeure pas moins que l'école qui forme les hauts cadres de l'État rencontre quelques difficultés matérielles et financières. Ce n'est pas pourtant ce qui va plomber les ambitions des responsables de l'ENA. Nous plaçons l'année 2024 sous le signe du renforcement de l'amélioration de la gouvernance globale de l'ENA, de la dynamisation de la formation continue et de l'opérationnalisation de la recherche sur les sciences administratives, le management public, les finances publiques et les disciplines connexes. Au plan de la gouvernance, l'élaboration du plan d'action à partir d'activités définies par les différentes directions et entièrement budgétisées se poursuivra jusqu'à l'appropriation de la méthode par l'ensemble des travailleurs et des acteurs de l'ENA. Cette méthode est en effet source d'une gestion plus transparente et efficace des finances de l'établissement et d'une plus grande chance d'atteinte des objectifs annuels de performance. Le déploiement du système de gestion informatique intégré pour dématérialiser la majeure partie de nos tâches pédagogiques et administratives se poursuivra. La rémunération des membres du conseil d'administration et celle des formateurs doivent connaître une amélioration substantielle. Aussi, l'ENA se donne l'ambition de réserver une place de choix à la recherche. En attendant le lancement dans un proche avenir des concours d'entrée à l'ENA, le président du conseil d'administration se réjouit de l'amélioration de certaines conditions d'études et de travail. Nous constatons avec bonheur
que certaines difficultés que connaissait l'École nationale d'administration ont été résolues ou en voie de l'être, et ce grâce aux efforts conjugués des acteurs que vous êtes. Ainsi, la pénurie d'eau potable est désormais classée au rang de mauvais souvenir suite à la réalisation en 2023 de 2 forages. Pour ce qui concerne les formations, nous saluons l'engagement de la Direction générale en faveur de la pérennisation de leur bonne qualité par la mise en œuvre d'activités novatrices comme l'élaboration du référentiel des métiers et des compétences des 9 corps concernés à l'École nationale d'administration en vue de l'amélioration des programmes de formation à l'ENA. À cet effet, en 2023, le référentiel des métiers et des compétences pour 3 corps a pu être élaboré. Le président du conseil d'administration a souligné l'urgence de dynamiser la formation permanente et une dotation financière pour la mission de recherche. Dans tous les cas, soulignera-t-il, l'école a besoin d'un accompagnement pour répondre aux préoccupations de l'heure. Le Palais des Pionniers tient la toute première session de son conseil d'administration. Sur la table, le rapport d'activité et le budget 2024. Alpha Maïga. Le Palais des Pionniers du Mali est situé à Gandjigila, en commune 6 du district de Bamako. Et pour la première fois, les administrateurs en charge du domaine sont réunis. Les échanges portent sur les activités envisagées assorties d'un budget. Toutes les actions concourent à faire la promotion de l'infrastructure, à la faire connaître par le grand public. Le coût à peu près juste 100 millions directement du budget d'État. Les actions ont fortement contribué à renforcer l'accessibilité géographique et l'animation du palais a amélioré significativement le cadre de travail dans ce joyau architectural. Je félicite le directeur général pour son engagement et toute son équipe, son dévouement et son esprit d'initiative qui ont été déterminants dans l'opérationnalisation du Palais des Pionniers. L'appétit vient en mangeant, dit-on. Opportunité pour la direction d'afficher ses ambitions, et cela dans l'optique de former des citoyens modèles, citoyens toujours prêts à répondre présents à l'appel de la patrie. Nous comptons élargir l'éventail de collaboration avec les partenaires, je l'ai dit, et à l'interne et à l'externe. En fait, c'est une structure d'encadrement socio-éducative de la jeunesse orientée vers la citoyenneté et le civisme. Ces outils de gestion sont essentiels au développement de notre institut, à son rayonnement, pour en faire une structure fonctionnelle et un service de référence au niveau national et dans le paysage des établissements publics nationaux. Montée des couleurs avant les travaux, tout à fait normal. Nous sommes au Palais des Pionniers du Mali. Je suis pionnier, je m'engage pour la patrie, reste le slogan de la direction. Renforcement des partenariats afin de mieux relever les défis migratoires au Mali, sujet d'une rencontre à Bamako. Elle mobilise autour du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, l'OIM, l'ambassade du Maroc au Mali et plusieurs autres partenaires. Awa Adama Koulibaly, Aruna Diarra. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, par an, ils sont plus de 10 000 Maliens candidats à l'immigration. La plupart optent pour les voies irrégulières. Pour combattre ce phénomène, promouvoir la migration légale et en faire un atout pour le Mali, l'un des moyens adoptés par le département chargé de la question reste le partenariat. De développer des partenariats entre les SUGEM et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de la migration, d'identifier les actions prioritaires sur lesquelles portera le partenariat, d'élaborer un plan d'action à court, moyen et long terme pour les SUGEM, de mettre en place un mécanisme de financement du plan d'action, d'élaborer et de mettre en œuvre un mécanisme de suivi et évaluation du plan d'action du SUGEM. Chaque partenaire des projets migratoires a ses missions. Si l'OIM accompagne le Mali dans la résilience, la mobilité et la gouvernance, le Royaume du Maroc intervient sur un tout autre plan auprès de l'Observatoire national des migrations. Et surtout cet échange d'informations et puis la formation de tous les experts en matière d'immigration, c'est surtout ça. On compte bien sûr fructifier encore plus cette coopération. Il faudrait que nous donnions les mains, vraiment arriver à redynamiser le cadre du partenariat entre le SUGEM et tous les acteurs, parce que c'est ce qui peut nous permettre au fait, d'atteindre l'ensemble de nos objectifs.
À la sortie des 2 jours d'échange, l'attente est d'avoir un plan d'action fiable qui œuvre pour un monde où les migrations sont gérées de manière juste, sûre et respectueuse des droits de l'homme. C'est parti pour une vaste opération de désensablement des principales artères de Bamako. Elle vise à assainir les voies bitumées tout en contribuant à la propriété de la capitale malienne. Aliou Abdoulaye Touré. Par ce coup de balai, le premier vice-président de la délégation spéciale du district de Bamako donne ainsi le ton de l'opération de désensablement. Elle contribue à assainir les artères pour faciliter la mobilité des usagers. Nous avons hérité d'une feuille de route du département qui mettait en priorité l'assainissement de la ville de Bamako. Donc un certain nombre d'actions ont été élaborées et exécutées, parmi lesquelles, au premier aspect, on s'est attaqué à l'évacuation des déchets d'ordures de la ville de Bamako. Un deuxième volet a consisté aux espaces verts. Et le troisième aspect, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. L'opération mobilise une centaine de techniciens de surface. Elle bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Assainissement à travers sa direction nationale. Nous avons un rôle d'appui, d'accompagnement et de conseil. Donc quand la DSUVA entreprend une telle initiative, elle ne peut être que salutaire. Pour qui connaît la problématique de gestion des déchets dans le district de Bamako, notamment la gestion des déchets solides. L'opération touche le rond-point Scar Patrice Lumumba de Badalabougou et le tronçon du viaduc de Yirimadjo. Ça, c'est une activité phare. Nous ne pouvons que donner la main pour aller ensemble, pour assainir rapidement Bamako. L'opération désensablement s'étend sur 3 jours. On apprend que cette opération est plutôt ramenée ou s'étend sur une semaine à travers la capitale malienne. Un mot de politique à présent en 3e région. Les joueurs de balafon et autres artistes du cercle de Kadiolo affichent leur soutien à la transition. C'est au cours d'une journée marquée par des déclarations et des manifestations folkloriques. Moustapha Doumbouya. C'est la montée des couleurs nationales qui a constitué la première activité de cette journée organisée par les joueurs de balafon et les autres artistes du cercle de Kadiolo. Une journée pour soutenir les autorités de la transition dont les actes sont bien appréciés par la population. Nous sommes très fiers de nos autorités. Nous constatons des grandes évolutions dans la sécurité. Nous avons organisé cette activité pour dire que nous soutenons toutes les initiatives de la transition. La journée est marquée par plusieurs prestations des groupes de balafons venus des communes du cercle de Kadiolo, plus celle des chasseurs et de l'artiste Lamissa Bamba alias Kadiolo Nabi. L'activité bénéficie du soutien des ressortissants du cercle à Bamako et Sikasso. Les autorités politiques et administratives ont invité à l'union pour relever les défis du développement. Vous avez vu, toutes les couches sociales sont en train de manifester leur joie. Et pour justifier l'adhésion, on commence d'abord par le référendum. Kadiolo a montré à la transition qu'ils adhèrent, parce que nous avons eu 98,52%. Il y a eu la donation aux militaires. Et depuis ce temps, Kadiolo ne cesse de s'intéresser jalousement aux activités de la transition. C'est l'union qui fait la force. Et sans cette cohésion, sans cette solidarité, sans cette union, il n'y a pas de développement. A noter que la journée a mobilisé les représentants des 135 villages des 9 communes du cercle de Kadiolo, une population qui a aussi marché vendredi dernier pour soutenir les retraits des pays de l'AES de la CEDEAO. Et ces images qui nous parviennent de Douanza où le nouveau gouverneur entre en fonction. Agali Ag Inamoud Yatara a prêté serment au cours d'une cérémonie solennelle dirigée par le président du tribunal de Douanza, Soumaïla Konaté. L'événement a mobilisé les autorités administratives et politiques, la société civile et les différents responsables des forces de défense et de sécurité de la région. Comment faire entendre la voix des femmes rurales afin d'attirer des partenariats ou des partenaires pour renforcer la défense des droits socio-économiques des femmes agricultrices? La question était au centre d'une rencontre à Ségou. On en sait plus avec Foussini Samake.
Il s'agit au cours de cette rencontre d'attirer des partenaires et éventuellement de tisser de nouvelles relations partenariales dans le cadre de la vente des productions et des produits transformés par les femmes rurales. L'association professionnelle des femmes rurales Asprofer et son partenaire Doutloman, Femmes piliers de la famille, visent ainsi à booster l'autonomisation des femmes agricultrices dans l'exercice de leurs droits socio-économiques. Ce que nous visons, c'est que les femmes rurales, à travers cet événement, puissent faire un plaidoyer et que ce plaidoyer puisse être accepté par nos partenaires et par nos autorités pour que les femmes rurales puissent accéder à la terre, ce qui est primordial, qu'elles aient également les financements pour pouvoir le faire, qu'elles aient également l'accès au marché. Doutloman les accompagne pour que vraiment elles puissent aller de l'avant, sortir de sous-développement, voilà, les appuyer vraiment pour leur propre développement, que vraiment elles puissent être autonomes. L'accès au financement, au foncier, à l'eau, au marché et les technologies innovantes sont entre autres centres d'intérêt des échanges qui regroupent les représentantes des régions de Ségou, Koulikoro, Sikasso et les districts de Bamako. La présente rencontre sera l'occasion d'analyser l'environnement économique et la structure des marchés existants, d'identifier les groupes d'étranglement liés à l'accès des femmes au marché agricole et de proposer des pistes de solutions pour réunir les conditions de meilleur accès des produits des femmes rurales au marché. Ce partenariat entre l'Asprofer et Doutloman, financé par Affaires mondiales Canada, va contribuer à donner aux femmes rurales plus de place dans le développement social et économique du Mali. Dans le cercle de Kenyeba, inauguration de 3 salles de classe à Sekodakoto et d'un centre de santé à Diabarou, des infrastructures qui ont coûté à Fekola Bitugol de plus de 40 millions de francs CFA. Moriba Keita. Ces réalisations qui ont pu être possibles grâce à Bitugol dans la commune rurale de Dabia, cercle de Kenyeba, s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat mutuel bénéfique entre Bitugol et la communauté locale. En voyant ces femmes avoir des activités génératrices de revenus qui vont les aider quand même à subvenir à leurs besoins, en voyant ces enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation à l'école aujourd'hui, qui à moins de 2 km ont des salles de classe pour apprendre. Je demande aux usagers de prendre bien soin. Le département des relations durables de Fekola SA n'est pas à son premier essai. Depuis des années, ce département a eu un impact positif sur toutes les communautés riveraines de la mine par la construction et l'équipement des écoles, la construction des salles de classe, la clôture de certaines écoles, la dotation en kits scolaires, la bourse d'excellence des meilleurs élèves. Composé de salles de classe, de centres de santé, centres de formation des femmes, entre autres, ces réalisations ont coûté plus de 153 millions de francs CFA à Bitugol en 2023. On peut le dire sans risque de se tromper que l'or brille pour les communautés aux alentours de cette société minière. En moins d'une année, Bitugol avait injecté plus de 150 millions dans le cadre du développement communautaire. Au nom des autorités, nous ne pouvons que nous réjouir et remercier Bitugol pour vraiment ce partenariat gagnant-gagnant. Rappelons que l'ensemble des investissements communautaires de la mine d'or Bitugol s'articule autour de 3 grands secteurs, à savoir l'éducation, la santé, les activités génératrices de revenus. 113 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 6 nouvelles salles de classe et la réhabilitation de certaines salles de classe de l'école fondamentale de Tétoubougou. C'est dans la commune rurale de Woulessebougou. Les détails, c'est avec Jafar Haïdara. Cette cérémonie d'inauguration des salles de classe et latérines scolaires est le fruit d'un partenariat fécond entre la mairie de Woulessebougou, l'ONG APA Allemagne et celle du Mali. L'acquisition de ces salles de classe va sans nul doute pallier à la prétorie de l'effectif scolaire dans le village bénéficiaire et rendre favorables les conditions d'apprentissage des élèves d'Ntebougou. L'école d'Ntebougou était l'effectif le plus élevé dans le cap de Woulessebougou. Aujourd'hui, cet établissement a bénéficié de nouvelles salles de classe pour mettre fin à ces problèmes. Nous remercions l'ONG APA Allemagne et APA Mali. La réalisation de cette infrastructure fait suite à une sollicitation du CGS de Tétoubougou à l'APA Mali qui, par subvention,
qu'elle nous a accordé a permis de réaliser un projet si cher au conseil municipal et à la population de Tentoubou. Composé de 6 salles de classe, une direction, 3 blocs de 3 latérines au niveau du premier cycle, la réhabilitation de 6 salles de classe, 2 directions, 5 blocs de latérines au niveau du deuxième cycle. Le tout pour un montant de 113 millions de francs CFA. La demande était de 3 classes et on s'est rendu compte qu'avec 3 classes, ce n'était pas suffisant. On a donc monté le projet en faisant une demande de 6 classes, ce qui a été réalisé. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que les classes qui existaient étaient toutes détériorées et on a abandonné un projet pour faire la réhabilitation de toute l'école. La coupure symbolique du ruban et une visite guidée ont mis fin à la cérémonie. Consultation gratuite et don de médicaments au profit des populations de Kati, une œuvre de l'ambassade d'Iran au Mali. Environ 300 patients de plusieurs ordres médicaux sont concernés par cette campagne. Salifou Idrago. Cette consultation du premier adjoint au préfet de Kati lance officiellement la caravane de soins gratuits dédiés aux personnes vulnérables. Cette œuvre sociale vise à promouvoir la santé et le bien-être des populations du cercle de Kati. C'est un coup de pouce de la République islamique d'Iran à travers le Croissant Rouge au Katois. Il y a toutes les spécialités, donc la population va profiter, n'est-ce pas, de ces spécialités. Il y aura des consultations, des analyses. C'est une aubaine pour la population de Kati et de Koko Plateau, n'est-ce pas, d'avoir gratuitement les soins de santé. Les patients du jour n'ont pas caché leur satisfaction, tout comme les techniciens sanitaires et les autorités qui soutiennent et accompagnent l'initiative deuxième du genre. C'est la deuxième fois que nous avons la chance d'organiser cette caravane de la santé dans 2 de mes centres de santé communautaires. Donc il y a en 2022, je pense que sur l'ensemble, nous en avons organisé 3. Et dont 2 à Kati. Moi, je pense que c'est une marque d'estime. Ça montre que les efforts qui ont été faits par rapport à l'organisation de la première ont été à hauteur pour qu'ils reviennent une deuxième fois. La présente journée a pour objectif de procéder à des consultations médicales qui seront sanctionnées par des dons de médicaments. Ce que je vais vous demander, c'est une fois de plus de remercier la coopération avec la République d'Iran. La coopération entre le Mali et la République sœur d'Iran se porte à merveille. La République islamique d'Iran et la République de Mali ont des relations historiques. Je souhaite la sécurité, la paix, la prospérité et le progrès au peuple et au gouvernement du Mali. Cette visite des salles de soins et des équipements a mis fin à la cérémonie de distribution et de consultation gratuite. Un mot de littérature, enseignement, capital humain et croissance économique du Mali, intitulé du livre de l'auteur Damangile Diawara. L'ouvrage fait un zoom sur l'importance de l'enseignement supérieur dans le processus de développement économique et social des pays du Sud, particulièrement le Mali. L'œuvre contient aussi des recommandations allant dans le sens de la valorisation de l'enseignement supérieur. Je vous l'annonçais dans les titres, Bamako accueille à partir de demain la 2e rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. C'est autour du thème « Rôle, place et importance de la culture endogène dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique ». Les enjeux de ce rendez-vous de Bamako avec Alpha Maïga. L'occultisme vient du latin occultus, ce qui est caché, secret. Il désigne l'ensemble des arts et des sciences occultes. Entendez là l'astrologie, la magie, la divination, la médecine occulte. Ces pratiques sont utilisées ici par des détenteurs de la science comme ces membres de ce réseau international qui sont en conclave pour mettre en contribution leur science pour résoudre les conflits en Afrique. Et à saluer particulièrement la bravoure et le courage du professeur, parce que réunir autant de sommités en un seul endroit et dans un pays pour les causes dont nous allons débattre demain, c'est pour l'union de l'Afrique. Nos attentes demain, c'est comment faire en sorte que l'Afrique soit plus que jamais indépendante. Et cette indépendance passe par la monnaie, ça passe par la culture, la valeur de la tradition.
Après une volonté de démystifier la magie qui est motivée par le souci d'arrêter l'imposture, l'arnaque et l'escroquerie des citoyens, il s'agit maintenant pour eux de mettre leur savoir et surtout leur science au service de la paix en résolvant les conflits en Afrique. D'utiliser les connaissances endogènes pour un développement durable de nos peuples. Toutes les délégations venues ici puissent travailler ensemble, se comprendre pour une unité africaine. L'Afrique détient des mécanismes propres et de nature à prévenir les conflits. Il s'agit des alliances à plaisanterie, totems, les mariages, les masques. Ce n'est pas tout. Il y a aussi les contes, les palabres, les proverbes, les tribunaux traditionnels, les médiations. Venir de tous les 4 coins du pays d'Afrique, pour moi c'est un miracle. Pour moi, je donnerais tout ce que j'ai comme ancestral. Tout ce qui est pour une majesté doit donner, venant du Cameroun et de l'eau, parce que moi je suis une femme de l'eau. Dans l'eau, qu'est-ce qu'il y a? Du poisson, les tortues et beaucoup de lamantins. C'est là où on trouve les lamantins parce que mon village est juste entouré du lac, le plus grand lac au Cameroun, le lac Ossa. C'est là où je viens. D'ici là, les regards sont tournés vers le CICB ce samedi pour la 2e rencontre internationale des détenteurs de savoirs occultes africains. Oui, justement, à la veille de ce rendez-vous de Bamako, le ministre en charge de la culture inaugure le siège qui leur est dédié. Sa réalisation a coûté plus de 500 millions de francs CFA. Nous y reviendrons demain avec Benoko Fofana. Événement du week-end, Aya Nakamura sur scène demain samedi à Bamako. Ce grand concert est attendu, très attendu par ses fans. Aya qui retrouve également ses sources, promet un show exceptionnel. Ibrahim Kaokonati est allé à sa rencontre. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pense que ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais salut, c'est Aya Nakamura. Je vais revoir mes frères, mes sœurs, mes tantes, mes tontons, toute la famille. Ça fait plaisir aussi, hein. Ouais. On va dire que ça fait chaud au cœur. Avec Sidiki, avec plein d'invités, plein de surprises. Donc ouais, je suis vraiment contente de faire ce dernier concert ici au Mali. Mais j'ai l'impression que ça s'exporte de plus en plus et si ça peut apporter, mon concert peut apporter plus aux Maliens et aux Maliennes, je pense que ça peut rayonner au niveau de l'Europe. Encore plus. Donc les jeunes Maliens, jeunes Maliennes, je vous invite à mon concert le 10 février au CICB. Ça va bien se passer, qu'on fasse la fête ensemble, qu'on danse, qu'on chante et voilà, rendez-vous le 10 février. Je suis impatiente de vous voir. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type, j'y croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja show. En kachana baby, tu t'es ça. Voilà, rendez-vous les 10. Aya Nakamura sur scène demain sur l'esplanade du CICB. Ne pas manquer ici donc à Bamako. Ainsi va l'actualité dans nos programmes ce soir. Malikoura Tassera qui reçoit ce soir donc Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, c'est à 21h30. Du divertissement aussi avec Top Étoile, ou dans Top Étoile avec Rokia Samake, c'est à 22h. Et Miss Bamako à suivre en direct sur ORTM 2. Très bon moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.